sommes après. Aurélien Bélanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes né en 1980 à Laval, en Mayenne. Vous êtes né dans une famille de 4 enfants qui écoutaient France Inter, abonnés à Télérama. Et puis vous avez voulu faire de la philosophie. En 2003, vous êtes arrivé à Paris et vous êtes devenu libraire. On vous trouve chez Virgin à Barbès ou dans une librairie du 5e arrondissement, près de la rue Mouffetard. Vous écrivez beaucoup, souvent. Et puis un jour, en 2012, votre premier livre paraît, La théorie de l'information. Et voilà un livre reconnu, validé. Vous devenez écrivain. Après, vous avez écrit 6 romans. Quelque chose a basculé dans votre vie, une sorte de ferveur, un instant de grâce que vous perpétuez en permanence. Vous devenez une sorte de métaphysicien sauvage qui cherche en toute chose une sorte de profondeur insolite. D'ailleurs, vous tenez une chronique dans le Nouvel Obs. C'est bizarre de ne pas vous voir répondre, mais je trouve ça très très bien parce que du coup, j'ai l'impression que c'est le moment de l'émission où j'ai droit au monologue. Ah, parce que je fais des réponses très longues quand je parle. Voilà, c'est le danger. Vous portez un casque de chantier pour pouvoir écrire chez vous au milieu de vos 3 enfants qui courent partout. Votre dernier grand livre sur Walter Benjamin est paru chez Gallimard l'année dernière. Et plus récemment, ce livre ici présent, Une nuit au musée, au Louvre, parmi les 3 salles qui accueillent des toiles de Nicolas Poussin. Splendide peintre dont vous racontez un peu l'aventure à travers vous entremêlez sa peinture avec le récit de votre jeunesse. J'ai constaté que l'une de vos astuces, Aurélien Bélanger, et vous me couperez si ce n'est pas le cas, c'est que vous entretenez facilement une relation dialectique avec les choses. Elles ne sont jamais vraiment bloquées. Elles passent leur temps à dialoguer avec une part de vous, comme un écho mystérieux. Et j'aimerais donc vous questionner plus avant là-dessus. Est-ce que vous êtes, parce que vous êtes un peu au milieu de votre vie, si Dieu le veut, est-ce que vous êtes d'accord pour vous prêter à cet exercice du questionnaire ? Je l'accepte et j'accepte d'être un dialecticien. 3 adjectifs pour décrire votre père. Alors je dois préciser, avant d'utiliser 3 adjectifs, que les rares fois où j'ai parlé de lui à la radio ou par écrit, il m'a appelé aussitôt pour me demander d'arrêter de parler de lui. Donc je vais essayer un peu nonchalant, au bon sens du terme. Je n'avais jamais pensé à qualifier mon père avec 3 adjectifs, donc on va rester sur nonchalant. Ça vous est venu, c'est parfait. Nonchalant, 3 syllabes, ça pourrait presque passer. Sympathique, et c'est pas vraiment un adjectif, mais parce que comme souvent dans ces âges, on se retrouve autour de chantiers ridicules, fabriquer une nouvelle planche pour la cuisine, machin, donc extrêmement mauvais bricoleur, mais néanmoins capable. C'est-à-dire, il est assez mauvais bricoleur pour montrer qu'il est mauvais bricoleur. C'est pas du genre à passer à remonter une étagère, il sait tout faire, mais il le fait très mal. Donc ça me réjouit un petit peu parce que je suis un peu comme lui, j'ai beaucoup d'enthousiasme, je fabrique beaucoup de meubles. Je pense que ce qu'on aurait pu faire de plus grave dans notre vie, ça aurait été d'ouvrir les établissements Bélanger, ébénisterie, menuiserie. Parce que rien n'aurait totalement marché, mais on l'aurait fait quand même parce qu'on a là-dessus aucune limite. Est-ce que votre père a de l'humour ? Je pense qu'il accepterait qu'on dise que c'est un mauvais bricoleur. Quelle philosophie sous-tend l'éducation de vos enfants, Aurélien Bélanger ? C'est compliqué. J'ai eu entre les mains une pétition pour empêcher mes enfants d'avoir un smartphone en 6e, que les parents de l'école veulent signer. Je ne signerai pas cette pétition. Pourquoi ? Donc, parce que je ne pense pas que mettre les smartphones entre les mains des enfants soit plus grave que de mettre des livres de la Bibliothèque Rose entre les mains des enfants. Je pense que c'est le média d'aujourd'hui et ça me semble pas catastrophique. Donc on va plutôt dire une éducation libérale. Et puis, il y a on va dire le contre-coup de l'éducation libérale, c'est que je passe mon temps à leur hurler dessus pour plein de raisons, de façon totalement... Enfin, ça leur fait pas du tout peur, c'est assez farcesque. Mais comme je me rends compte que je suis beaucoup trop lâche dans mon éducation... D'un seul coup, vous reprenez un peu le fil de façon disparate. Je reprends pas le fil, je témoigne de ma mauvaise humeur de les avoir laissés trop avant dans ce libéralisme éducatif. Donc je dis, arrête d'être sur ton téléphone, fais tes devoirs. Je dis toujours ça à ma fille de 14 ans. Mais j'ai pas le courage de faire le pas d'après, qui serait de lui confisquer son téléphone, voire le pas d'après, mais là, qui serait l'enfer sur Terre, qui serait de surveiller ses devoirs. Parce que moi, j'ai fini l'école, j'ai pas envie de recommencer à travers elle. Est-ce que c'est parce que vous voulez être aimé par eux que vous êtes aussi libéral ou aussi laxiste, disons? Non, ça j'ai eu, enfin ça n'a jamais été une inquiétude. J'essaie pas de négocier de l'amour contre du libéralisme. C'est plutôt
Votre équilibre à vous. Non, parce que quand le premier enfant apparaît, en fait, on découvre qu'à part lui administrer quelques soins, cette entité est quand même très autonome. Donc ce qu'on peut faire, c'est accompagner son autonomie, mais pour le reste, il y a... Par exemple, est-ce qu'on peut transmettre des valeurs spirituelles à ses enfants? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on peut les orienter? Peut-être. Voilà. Est-ce qu'on peut, par exemple... Quand les enfants ont témoigné de croyances envers le Père Noël, je me suis toujours moqué d'eux, par exemple. Je trouve ça absurde de croire au Père Noël. Quand ils doutent un petit peu de l'existence d'une vie après la mort, j'ai tendance à dire que ça ne peut pas les rendre malheureux de penser qu'ils nous reverront quand on sera mort. Donc ça, j'aurais tendance à laisser couler. Sans affirmer personnellement d'opinion métaphysique très tranchée. Est-ce que vos enfants sont éco-anxieux? Ils sont de leur génération ou pas? Mes enfants sont profondément pas éco-anxieux. Le seul acte d'éco-anxiété d'une de mes filles, c'est qu'elle refuse d'ouvrir la porte avec le bouton qui est bzzz, pour débloquer la porte, et elle fait avec la petite tirette qui débloque la porte. Et je lui ai expliqué le fonctionnement des électroaimants et que c'est plutôt l'inverse, en fait, qui désactive le truc. Mais bon, voilà, c'est le seul acte d'éco-anxiété. Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi, à votre avis, un artiste a-t-il toujours besoin d'être rassuré? Il y a deux modalités essentielles pour être un artiste. On pense qu'on est un peu au-dessus de Picasso, ou on pense qu'on est un peu en dessous du dernier peintre de rue qui dessine des devant Montmartre, comme ça. Et encore, ils sont plutôt... Non, oui, voilà, en fait, non, c'est encore bien pire. Ou alors on pense qu'on est un incapable complet, un âne qui peint avec sa queue, ou ce genre de choses. Donc, il y a une sorte de bipolarité artistique, donc c'est difficile... Donc on apprend un petit peu à négocier la chose, mais c'est difficile de s'estimer justement, parce qu'évidemment, d'un pur point de vue statistique, on va dire, on a plutôt tendance à être tous un peu moyens, quoi. Il est peu probable qu'on soit tous les génies de notre génération. Non, pas tous, mais on peut avoir un talent particulier qu'on... Oui, mais au final, on voit à peu près, disons qu'on voit à peu près sa place dans l'histoire de l'art, et disons qu'on voit rétrospectivement, on arrive à peu près, avec l'expérience, à se voir quel type d'écrivain on est au 19e, par exemple. Et là, c'est très... on veut tous être Flaubert. On veut tous être Balzac, et puis on découvre qu'en fait on est, je sais pas, au mieux Huysmans, et puis au pire, ceux dont on connaît même pas le nom en fait, mais qu'on voit, qui ont été publiés, etc. Donc la rassurance que l'on cherche, c'est une validation extérieure comme une... Ou alors est-ce qu'elle peut venir de l'intérieur? Non, la validation extérieure, en fait, elle existe, hein. Il faut juste l'entretenir. Alors le problème de la validation intérieure, c'est qu'elle est totalement fake, totalement fabriqué, totalement lié à son milieu social, comme le raconte très bien, enfin je pense que c'est assez définitif, Sartre dans les mots. Déconstruction totale de la figure de l'écrivain que sa famille a poussé au devant de la scène, et en même temps déconstruction inaccomplie, en ce sens qu'il demeure écrivain pour critiquer qu'on l'a fabriqué comme écrivain. Donc la validation, elle est très interne, c'est soi-même qui sent qu'on a du génie un moment, on sent qu'on a un don. Ce qui est intéressant, c'est que l'exercice du don est assez peu corrélé. Alors, dans mon cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, j'ai pas eu besoin d'écrire pour me dire que j'étais bon pour écrire. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt parce que je me rends compte qu'en fait, je suis pas bon pour assembler des histoires, j'ai pas le sens du suspense, j'ai pas le sens de plein de choses, mais je sens quand même, je crois à la poétique de mon art, je crois à la poésie suprême de la littérature, mais je suis totalement incapable de la transformer en objet facilement consommable. Et cette espèce de hiatus entre la certitude que j'ai des capacités et mon incapacité technique à en faire quelque chose de... Disons que... Totalement évident, comme mon niveau de croyance en moi est tel que je devrais être Stephen King ou rien. Et comme je vois que je ne suis pas Stephen King, je vois qu'il y a un problème. Mais bizarrement, ça ne veut pas dire que je suis incapable. Je suis incapable de plein de choses, mais il y a cette idée très bizarre que la capacité survit à tous ces échecs dans le monde réel, en quelque sorte. C'est pour ça que... Et donc ça vous met dans une tension. En tout cas, ça, c'est de la motivation intérieure. Pour répondre clairement à la question, ça, c'est la validation intérieure. C'est totalement fou, et c'est vraiment un pacte quasi mystique avec soi-même, qui fait qu'au final, c'est bizarre de le dire comme ça, mais une vie d'artiste, ça ressemble aux questions de prédestination janséniste. On ne saura jamais si on est sauvé, mais il y a plein de signes. Mais quand bien même on aurait tous les signes, ça ne voudrait pas dire en plus qu'on est sauvé. Donc c'est une sorte de jeu de dupe avec les signes qu'on sera sauvé, entre guillemets, artistiquement. Mais à la fin, on n'a absolument aucune certitude. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un jeu... disons, pour le dire beaucoup plus simplement, non, j'ai compris. C'est un jeu... Être artiste, c'est considérer qu'il n'y a que des déterminations sociologiques, mais de décider de les considérer de l'autre côté comme si c'était de l'ordre de la grâce. Sans y croire totalement, évidemment. Alors justement, Aurélien Bélanger, dernière question. Quel est le moment ou le lieu pour vous où la joie s'éternise ?
Alors c'est une joie vraiment totalement idiote, c'est quand je fais du sport et il y a des tout petits moments qui sont pas très intéressants et qui mériteraient à peine d'être décrits, mais qui sont des paliers où d'un coup ça va. Voilà, d'un coup ça va. Et ça va parfois loin, on est au kilomètre 15 quand on court et ça va. Ou on est au kilomètre 200 à vélo et ça va. Et ça devrait pas aller et ça va. Donc on est content. En petite foulée, on y va. Aurélien Bélanger, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une figure pour moi de nomade urbain. Vous êtes toujours en partance, avec des baskets, prêt à aller partir courir, monter sur un vélo. Et au point que je n'ai même pas pris mes notes pour notre interview. Donc, je voudrais commencer notre interview sur l'actualité des Jeux Olympiques qui par accident, intervient dans pas mal des vies des Français. Aujourd'hui, on voit à Paris se dresser des gradins vides avec des vigiles surarmés qui veillent sur des périmètres complètement fictifs. On a l'impression que rien ne se passe et pourtant tout est déjà prêt pour le spectacle. Est-ce qu'on est dans une espèce de cauchemar, de dystopie à la Guy Debord ? Alors, moi, je pense que les Jeux Olympiques sont morts à Berlin en 1936. C'était sympa de les ressusciter. Ça a tenu un tiers de siècle. À partir du moment où il y a une alliance entre le pire des totalitarismes et les idéaux olympiques, la question est réglée. Après, il y a eu, on va dire, il y a eu Atlanta, il y a eu Barcelone, il y a eu un moment, un comeback un peu années 90, un peu Coca-Cola, les années Marie-Josée Pérec, etc., où on a réaimé, entre guillemets, les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, on voit qu'il y a assez peu d'adhésion populaire. Il n'est pas totalement certain, moi c'est mon hypothèse, alors j'ai parié, parce qu'on fait toujours des paris sportifs, c'est toujours un petit peu bénéfique de parier des cotes un petit peu à 60 contre 1. Moi j'ai parié à 60 contre 1 qu'il n'y aurait pas de Jeux Olympiques. Donc voilà, je suis plein d'espoir envers le mouvement social et j'espère que les blocages vont se multiplier à l'approche des Jeux. C'est un événement dont on a assez peu envie, un événement évidemment sécuritaire. On a reçu des textos la semaine dernière de Gérald Darmanin pour... mettre en place les QR codes. Les QR codes, on comprend à peu près l'idée quand il s'agit de sauver un système médical au bord de l'effondrement à cause d'un virus. Les QR codes pour, entre guillemets, voir des gens gagner des records de kayak, en vrai, on s'en fiche un petit peu avec tout l'intérêt que j'ai pour le kayak. Donc c'est un événement un petit peu bizarre, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant à observer justement. Parce que c'est quelque chose qui s'incarne dans des événements par exemple musicaux comme l'incroyable générique qui je crois reprend du Purcell de la Ligue des Champions. Il y a un sublime lié au sport, un sublime lié au spectacle. Et à chaque fois on a l'impression que ça monte. Et pour la première fois, on l'a vu avec les Jeux de Tokyo suite au Covid, etc. Je pense que le plafond a été atteint. D'ailleurs, on commence à avoir des calculs un petit peu, beaucoup d'athlètes, le bilan carbone n'est pas bon. Là, cette fois-ci, on commence juste à dire que le bilan carbone n'est pas bon. La fois d'après, en fait, on va peut-être relocaliser les Jeux, etc. C'est intéressant de voir, dans cette trajectoire de progrès infini qui est cette espèce de culmination d'un process civilisationnel, commencé en Grèce antique, blabla, si on veut, c'est intéressant de voir les moments où ça casse. Et donc, j'attends profondément... La brisure de l'histoire, voilà, en fait. pas forcément un truc sordide à la Munich 72, ouais. mais juste un moment où, en fait, ce serait pire que ça. Moi, je m'intéresse beaucoup aux grandes choses qui meurent et dont tout le monde se fiche. Genre le Saint-Empire romain germanique. Il disparaît sous Napoléon, mais en fait, il est désactivé depuis 500 ans. L'Empire ottoman. L'Empire ottoman, qui se maintient un petit peu, mais voilà, les Jeux Olympiques, c'est pareil. Ça va jamais disparaître, mais... ça va rentrer un petit peu en arrière-fond. Moi, mes enfants ont beaucoup joué à Mario et Sonic aux Jeux Olympiques au Japon, donc un jeu d'il y a 4 ans. Ils adorent ce jeu, donc je ne suis pas trop contre les Jeux Olympiques, parce que je vois qu'ils adorent les Jeux Olympiques à travers ce jeu. Je note que Nintendo n'a pas fait Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Paris. Donc voilà, je pense que le concept de Jeux Olympiques sort de l'histoire. Et tant pis pour les amateurs de moustaches coubertines, c'est pas grave. Et je trouve ça important que Paris ait cette chose à donner au monde. Qui est le spectacle de la fin des Jeux Olympiques. On arrête, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout intéressant. Et en plus, le coût social est énorme, parce qu'on a vu qu'il y a des effets de cliquet sécuritaires et qu'il y a eu des autorisations pour filmer les visages dans la voie publique, etc. Les lois informatiques et liberté étaient très ambiguës. On voit qu'en fait, les Jeux Olympiques permettent de faire des petits cliquets, genre, en fait, ça va. Les drones à la police, en fait, ça va. Si le vrai événement, en fait, le vrai événement olympique,
en vrai, c'est plutôt, si on veut le quantifier, c'est plutôt les commandes records de grenades lacrymogènes ou de fusils de désencerclement faits par les forces de l'ordre auprès de tel ou tel fournisseur. Là, ça m'intéresse. Mais on voit qu'on est quand même... Et puis la France sera sans surveillance. Les plages françaises, les littoraux français seront complètement démunis face à d'éventuels problèmes de violence urbaine ou plagiste. Et donc il y aura, parce que tous les policiers seront... Il y a un très bon coup à jouer. Je ne sais pas de qui, mais il y a un très bon coup à jouer cet été en tout cas. Question maintenant sur le sport lui-même. Vous êtes conscient que dans notre modernité, le virtuel a pris énormément de place, que les écrans sont omniprésents. Est-ce que vous ne trouvez pas paradoxal que notre époque s'intéresse à ce point aux gloires physiques, aux exploits physiques ? Le sport, en fait, il se scinde quand même en deux catégories. Il y a le sport plutôt bien-être quotidien, où il y a peu d'exploits, ou alors c'est des micro-exploits, quoi. On peut avoir le record de sa propre rue. Je connais quelqu'un qui a le record de ma rue, et je sais qu'il en est très fier. J'arrive pas à le battre, ça m'énerve, mais bon voilà. Et on n'est pas du tout sur du Usain Bolt là. On est sur des choses beaucoup plus faibles. Donc on est sur des petites gloires, mais finalement assez gentilles et innocentes. Assez innocentes, ouais. Donc ce serait sans gravité. Deuxième. Donc il y a deux, vous disiez de. Ah, j'ai dit deux, ouais. Vous disiez qu'il y a la partie prouesse objective. Non, voilà, il y a l'autre sport, oui. le sport objectif. Celui de compétition. Le sport qui est très quantifié. Et d'ailleurs, on se rend compte très rapidement, je ne suis pas du tout un amateur de sport, mais les amateurs de sport sont en vrai les amateurs de quantification. Les amateurs de sport, c'est des gens qui sont beaucoup plus des lecteurs de fichiers Excel sur quantité de buts à l'extérieur que marque Bordeaux sur ces 30 dernières années, qu'ils ne sont des amateurs de beaux jeux. Ils ont quelques petits moments comme ça. Ça me fait penser à ces jeux de simulation auxquels on jouait à la fin des années 90, où on fabriquait des parcs d'attractions, etc. En fait, ces jeux avaient comme dynamique essentiellement, c'était du Excel, quoi. C'est comment remplir les colonnes et optimiser le remplissage des colonnes, etc. Donc, bon, que le sport dans une société, qu'on va dire très... Hyper technicienne, et puis surtout une société très normalisée et qui a un goût qui date de si vieux que le capitalisme pour l'optimisation. L'optimisation du temps, l'optimisation des choses. Le sport appartient à ce registre général de rationalisation à outrance. Ce qui est amusant dans le cas du sport, c'est que c'est pour de faux, en fait. Voilà, il y a un côté... cette société hyper technicienne se regarde elle-même dans quelque chose qu'on croit relevant de la mythologie grecque et d'un héroïsme de figurines sculpturales et nues qui se jettent dans la Méditerranée. En fait, pas du tout. Les gens regardent... un spectacle factice. De la data. En fait, les gens regardent, ils passent leur vie sur Excel, ça les ennuie au travail, et quand ils se détendent, en fait, ils font la même chose sous une autre forme. Donc c'est intéressant, cette espèce de remise en forme d'une société par elle-même. Donc le sport concerne beaucoup moins le corps que la mythologisation d'une société qui se prend pour une société moderne. Et quelle relation peut-on faire entre le rapport à cette performance et donc à cette data et l'ascèse profonde qu'on espère tous pouvoir mettre en œuvre en tant qu'individu? Bah, ça nous ramène aux théories de Weber sur l'origine du capitalisme et spécialement quand il analyse comment s'appelle ce type qui faisait du cerf-volant Franklin, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, en fait, il théorisait les morning routines de milliardaires, quoi. Il explique de 5h45 à 6h45, il faut prier. Après, tu as 3 heures, tu bosses pendant 3 heures, tac, tac, tac. Il a été le premier à faire un usage extrêmement quantifié, et quantifié quasiment au niveau paranoïaque du temps. Et c'est intéressant de voir que le ressort final, c'est une optimisation du temps. Donc après, on met ce qu'on veut dedans. Ça peut être une peur de la mort, ça peut être une peur de la vide, ça peut être une forme de religion totalement païenne. Je ne sais pas, mais j'observe effectivement que ça prend une part importante de la vie des gens. Où puisez-vous, Aurélien Bélanger, la relation qu'on devine un peu mystique au réel ? Elle vient d'où ? Vous avez une enfance très spirituelle ou au contraire très engagée dans l'action ? Alors je sais exactement d'où ça vient, c'est très tard, et je vois, je suis faire la marque l'autre jour, j'habitais en banlieue, puis j'ai déménagé dans le bordeur d'une ville moyenne, et il y avait une lumière bleue en face de moi qui était plutôt un parc d'activités tertiaires, genre un endroit où vers 99-98 on devait vendre des photocopieuses, et je voyais ce bleu,
derrière le rideau chlorophyllien des arbres, et ce bleu m'inquiétait terriblement. C'était pas rouge vraiment très inquiétant, c'était pas vert, genre la nature c'est cool, c'était bleu, c'était le futur. On était en 99 et je voyais le futur. Le futur était une lumière bleue terriblement néfaste, terriblement dangereuse. Angoisse totale. Vous dormiez avec cette vision-là? Non, c'était quand je fumais des cigarettes à ma fenêtre que je la voyais. Mais j'avais cette idée, voilà, le futur, je l'ai vu. Donc, Je sais à quel point il va me décevoir. non, je sais à quel point, je sais à quel point il y a quelque chose d'inquiétant et de menaçant dans le réel, quoi. C'était cette espèce d'expérience primitive d'hommes préhistoriques, on fait un feu et les bêtes sauvages peuvent débarquer. Moi, ce qui pouvait débarquer, c'était cette lumière bleue qui était le futur. Alors à l'époque, j'étais lycéen, étudiant. Le futur, c'était clairement le monde de l'entreprise. Ce qui allait m'arriver d'horrible, c'est que j'allais devoir rentrer dans le monde du salariat et c'était l'enfer. Donc j'ai tout fait pour devenir artiste, pour échapper au salariat. Mais voilà, cette lumière bleue, c'était ça. C'était la lumière bleue de la rationalité froide, si l'on veut. Et donc, en plus, moi, je fais de la philo, enfin, je faisais de la philo à l'époque. La rationalité, c'est un peu ma came, mais voilà, j'ai essayé de la contourner, etc. Et donc, tardivement, très tardivement, quand je découvre des critiques de la modernité comme Adorno, etc., je retrouve ma lumière bleue, en fait. La lumière bleue, c'est le mal en tant que cette forme d'organisation sociale, elle est maléfique en elle-même et qu'il va falloir la contourner d'une certaine façon. Donc, parce qu'elle assèche l'individu, parce qu'elle est quoi? Elle est utilitariste. Disons que mon attachement au réel, il est quand même lié à la certitude qu'il est donné de façon très provisoire et qu'il y a ce machin bleu derrière qui va, force de cauchemar, qui veut tout reprendre pour elle, en fait. Donc c'est quelque chose, pas tant utilitariste, c'est plutôt une vision très fataliste, en fait. C'est l'idée que la vie humaine comme exception dans l'univers, des forces conspirent à son anéantissement. Et la majorité de ces forces, parce que je ne suis pas débile, j'avais bien vu que cette lumière bleue, c'est quelqu'un qui l'avait installée, la majorité des forces qui conspirent à son anéantissement sont dorénavant humaines. Et voilà, comment est-ce qu'on vit avec, dans cet univers. Nous sommes en sursis, donc. Disons que c'est une revisitation d'une scène du péché originel, quoi. C'est le fruit défendu est là, quoi, sous sa forme oppressante, technicienne, si on veut. Et donc, le paysage est truqué depuis le début. Donc on parlait de Poussin tout à l'heure, voilà, il y a quelque chose, j'aime beaucoup les grands tableaux de paysage de Poussin, mais ils ne m'intéressent que vus depuis l'époque moderne, en tant que je sais dorénavant qu'ils sont truqués. Et Poussin, on ne comprend pas la religiosité de Poussin, enfin le rapport à la religion de Poussin. Poussin, il vit dans un tout petit monde, il vit dans un monde où il est à quelques... L'Arcadie, oui. Voilà, il est tout près du début du monde, en fait. Son monde a 6000 ans, et il y a un type d'angoisse particulier et de sécurité par rapport à ça. L'extérieur, c'est le monde païen, l'intérieur, c'est le monde chrétien, si on veut. Je pense que entre le 20e, parce que cette lumière bleue, moi je l'ai associée à l'an 2000, parce qu'on était en 99, entre l'intérieur et l'extérieur, il se passe quelque chose aussi d'une transition entre deux mondes. Et c'est pas un hasard si je suis un contemporain, parce que je fais beaucoup de vélo, enfin je fais beaucoup d'exploration de territoire, mais ce qui m'intéresse, c'est les territoires artificialisés. En fait, je suis un pionnier de l'Anthropocène. Ce qui m'intéresse profondément, c'est pas du tout d'aller dans des endroits où il n'y a pas d'humains. Ce qui m'intéresse profondément, c'est d'aller vérifier partout que c'est fini, que l'univers est totalement clos. Cadenassé, terrifiant. Dernière question, très importante. Quel est le conseil, l'outil que vous avez pour conjurer cette fatalité qui est la disparition de la liberté humaine ou de la poésie? Alors, j'ai une très mauvaise réponse à proposer, et assez malhonnête, parce que je l'ai désinstallé tout à l'heure, mais TikTok, parce que c'est une vraie bataille algorithmique. TikTok, on se bat vraiment contre les machines. On joue aux échecs contre des intelligences artificielles beaucoup plus fortes que nous. Alors et pourquoi TikTok est... On va perdre. Mais la bataille vaut le coup d'être menée. Et avec les mêmes outils. Et TikTok, c'est vraiment ça. Disons qu'en tant que le spectaculaire intégré, pour parler au sens de Debord, n'a jamais été aussi massif. Jamais on s'est battu avec quelque chose. En plus, a priori, totalement tenu en sous-main par un pays vaguement totalitaire. Donc jamais on ne s'est battu avec un adversaire aussi puissant. Et bizarrement, et c'est là où c'est fou, et où je suis malade parce que je l'ai désinstallé, la bataille vaut le coup d'être menée. Et je pense qu'elle peut être gagnée. Donc Alors on se donne rendez-vous pour voir si dans 20 ans... vous êtes juste calibré sur... J'ai vaincu TikTok ou pas, quoi. Aurélien Bélanger, je rappelle le titre de votre dernier livre, Le Musée de la Jeunesse. C'est paru chez Stock, dans cette collection Ma nuit au musée. Et on va essayer de voir si les Jeux Olympiques se tiennent et si vous êtes prophète avant l'heure. Si je gagne, c'est incroyable.